n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Thank you, Nina. Donc, bienvenue à tous à cette Open Market Consultations. On est au webinaire en français aujourd'hui. Je suis Céline Laure de SNCF. Pour information, SNCF est coordinateur du projet Shield for Cloud. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre projet et surtout les cas d'usage qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet-là. Pour l'agenda, donc on va faire une première introduction au projet Shield for Cloud et également à ce que c'est un PCP, un Pre-Commercial Procurement. Ensuite, on vous présentera les 3 cas d'usage qui ont été sélectionnés pour ce projet-là, la présentation de l'état de l'art, les objectifs et les activités liées à l'Open Market Consultation. Ensuite, on vous laissera poser toutes les questions possibles en fin de séance. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le chat, on les prendra en fin de webinaire. Donc, pour vous introduire le projet Shield for Crowd, c'est un projet qui est en fait financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, en fait, le but de Shield for Crowd, c'est d'établir une base solide pour préparer un PCP, un Pre-Commercial Procurement, qui sera un autre projet par la suite de ce projet Shield for Crowd. Donc, en fait, l'objectif, c'est de stimuler les achats et de solutions innovantes dans l'écosystème européen porté sur la sûreté et de tirer parti des synergies grâce à des activités de dissémination et aussi tout ce qui est relié à la gestion de foule. Donc, ça, c'est le cœur de notre sujet. Donc, on met en relation des acteurs de la sûreté à travers l'Europe. Vous verrez par la suite qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, que ce soit des membres du projet consortium ou bien des observateurs publics qui nous ont rejoints sur ce projet-là. Donc, l'objectif, c'est bien sûr la protection des espaces publics et la gestion des foules. Et grâce en fait à ce projet, ce premier projet d'un an, on a défini de nombreux scénarios, de nombreux use cases, et on va vous en présenter les 3 derniers qu'on a choisis, qui seront en fait soumis et challengés avec vous, les fournisseurs et les vendeurs de technologie, pour pouvoir choisir celui qui sera le principal pour le futur PCP. Donc, pour les partenaires, donc les membres, on est 10 membres du consortium projet. Donc, en France, on a SNCF, on a Muxley, on a Safe Cluster et on a également le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. En Espagne, on a le ministère de l'Intérieur en Espagne. Aux Pays-Bas, on a Corvers. En Pologne, on a le Polish Platform qui se charge plutôt de toute la partie communication. On a la Slovaquie avec le ICMI Institute, mais également le ministère de l'Intérieur slovaque. Et en Italie, on a Diginov. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des membres de consortium et on a aussi un groupe d'observateurs publics qui nous ont rejoints. Donc, ils sont composés de plusieurs types de forces de sécurité ou autres types d'entreprises. Donc, par exemple, en France, on a le SGDSN, on a l'UIC qui est l'Union internationale des chemins de fer. On a également RATP, donc le transport métro à Paris. On a aussi les services départementaux d'incendie de secours des Alpes-Maritimes. Donc, on a des acteurs en Belgique, en Espagne, en Portugal avec le métro de Lisbonne. Et on a beaucoup aussi de forces de sécurité en Pologne et également en Suisse avec la SBB. En termes d'organisation projet, je vais aller rapidement sur ça parce que c'est vraiment ce qui nous concerne, nous, en tant que consortium, mais ça vous montre un peu comment nous, on a travaillé sur Shield for Crowd. Donc, on a plusieurs work packages forcément et plusieurs activités. Donc, les activités de coordination, de project management qui sont classiques dans un projet. Pareil pour la partie dissemination, communication, exploitation des résultats. On a aussi plein de trainings qui sont liés à tout ce qui est achat d'innovation, surtout dans le cadre de l'Europe aussi, et avec toute la partie organisation de l'Open Market Consultation, des webinaires auxquels vous assistez actuellement. Et le cœur de notre projet, vous le verrez au milieu de cette slide, c'est d'avoir un groupe d'acheteurs publics et aussi un groupe d'observateurs publics. Et ces 2 groupes ont travaillé sur l'ensemble des use cases et des scénarios qui sont prioritaires pour nous sur toute la gestion de foule, sur tout ce sujet-là de gestion de foule et de protection des espaces publics. Donc, au début, on a commencé avec une quarantaine de scénarios
qui ont été définies par toutes les parties prenantes. On les a, exploitées, priorisées et cetera. On en a eu 10 qui ont ensuite été publiés, où certains d'entre vous ont répondu au RFI et au questionnaire pour pouvoir participer au catalogue des solutions. Et à partir de ces 10 là, avec l'analyse des besoins, des process et des technologies, on a, priorisé 3 scénarios principaux qu'on va vous présenter dans la suite du webinaire. Et l'objectif, en fait, c'est que, à partir de ces 3 use cases, on va pouvoir, grâce aussi à vos retours, à votre feedback par rapport à l'open market consultation, choisir, le use case final. Donc le scénario final avec la technologie associée qui fera l'objet, en fait, d'un PCP. Donc le PCP qui durera ensuite 3 ans et c'est du financement de recherche et développement sur un futur produit. En termes de, planning, pareil, j'irai rapidement sur ça. On est déjà, c'est un projet qui a commencé en août 2023 et qui va se terminer en juillet 2024. Et après on lancera le PCP, on soumettra notre réponse à projet à la Commission européenne pour lancer ce PCP. Donc il y a déjà eu plusieurs milestones qui ont été passés et le prochain, vous le voyez, côté mai, c'est bien l'open market consultation qui aura lieu le 15 mai. Donc vous pouvez y participer, et l'objectif sera de revoir les 3 use cases, de les confronter à votre vision, aussi à la maturité technologique, des technologies qui ont été identifiées. Et c'est grâce à cette open market consultation que on va pouvoir, converger sur le cas d'usage final. Et ensuite, le projet se terminera en juillet et puis voilà. Je vais passer la main à Georges du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour pouvoir vous présenter, toute la partie pre-commercial procurement. Qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages? Georges? Merci Céline. Bonjour à tous. Donc, Georges Garzon, je représente le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Je fais partie du consortium du Shield for Crowd et aussi donc du service achat, innovation et logistique du ministère de l'Intérieur. Je voudrais en quelques minutes vous expliquer la mécanique finalement de la Commission européenne et comment ce projet s'inscrit dans cette mécanique qui a pour objectif d'acheter des solutions innovantes. Ce mécanisme qui se divise en 3 grandes phases principales. Donc, vous avez les actions de préparation, plus précisément les actions de coordination et de soutien, Coordination and Support Actions. C'est là où le projet Shield for Cloud se trouve aujourd'hui. C'est la première étape pour soutenir les activités de coordination et de mise en réseau pour les groupes d'acheteurs pour étudier la faisabilité et la préparation des futurs marchés d'innovation concrets. L'idée, c'est d'exploiter et de diffuser les résultats d'un projet pour notamment gérer les données de recherche s'il y en a, communiquer sur les activités du projet et s'adresser aux différentes cibles, dont notamment vous en faites partie en tant que fournisseur. Euh, Passer l'étape de préparation et de coordination, on intégrera donc la phase de pre-commercial procurement ou achat avant commercialisation ou achat pré-commercialisation, ce sont les termes de la réglementation européenne. Dans cette phase de achat avant commercialisation, vous retrouverez 3 grandes étapes qui vont dès l'exploration des solutions jusqu'au développement des premiers produits et des tests. Ce sont des produits qui sont choisis parmi un panel des fournisseurs qui se réduira au fur et à mesure des différentes phases. Donc, tout ça pour arriver finalement à la 4e phase et des achats publics d'innovation. L'objectif, c'est de pouvoir identifier les solutions qui n'existent pas aujourd'hui sur étagère, les développer avec vous et si on trouve des solutions qui répondent aux demandes et aux défis qui ont été identifiés dans le projet, on passera donc à l'étape classique d'achat public, comme n'importe quelle procédure de marché. Tout cela permettra donc d'identifier des solutions en réponse à des challenges et des solutions qui ont été identifiées par les membres du consortium, en passant évidemment par différents niveaux de maturité technologique et si possible arriver à un niveau de maturité 7 ou 8 dans l'échelle TRL que vous connaissez certainement comme Technology Readiness Level.
c'est le niveau de maturité. Les solutions qui ont été donc identifiées au niveau 7 et 8 pourront éventuellement faire l'objet donc d'un achat public d'innovation. Si on passe à la planche suivante, vous verrez les bénéfices, notamment des études de procédure. Ces bénéfices sont différents pour les trois grands acteurs, pour les autorités contractantes comme les ministères de l'Intérieur ou toutes les organisations de sécurité intérieure. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité et l'efficacité, évidemment, des services publics, euh, atteindre un niveau optimal d'interopérabilité et réduire la dépendance d'un seul fournisseur. C'est de diversifier l'offre des fournisseurs, bien sûr, en réponse aux défis. Euh, Obtenir des produits de meilleure qualité à des prix plus avantageux, réduire les risques face à des solutions qui seront achetées en achat d'innovation qui vont répondre aux besoins. Et pour les acheteurs publics, on aura la possibilité d'avoir des licences avec des fournisseurs tiers. Quels avantages pour les fournisseurs? Donc, pour vous, en tant que fournisseur des technologies, cela va vous permettre notamment d'accélérer le processus de mise sur le marché des solutions innovantes et des résultats scientifiques qui n'auront pas été euh, pour l'instant trouvés des mécanismes pour les montrer. Raccourcir les délais des mises sur le marché de ces produits et services innovants, faciliter notamment l'accès des nouveaux acteurs, donc toutes les startups et PME qui sont en train de développer des solutions qui pourraient intéresser tous les acteurs publics et privés, et notamment donc accélérer l'accès à la commande publique, stimuler la croissance bien sûr des entreprises et attirer les investissements privés puisque vous allez découvrir certainement d'autres acteurs du même type de technologie que vous proposez. Et les avantages indéniables pour la société, c'est une meilleure utilisation de l'argent public, permettant notamment d'acheter des produits innovants qui vont améliorer la qualité et l'efficacité des services publics, notamment ceux qui sont liés à la protection des espaces publics. De manière générale, ces avancées vont permettre de surmonter les défis en termes de sécurité dans les espaces publics, mais aussi des défis environnementaux et sociaux, notamment à des achats, des achats responsables et des achats durables. Enfin, pour la société, ce type de démarche permettra de créer des emplois à forte valeur ajoutée et contribuer à la croissance économique durable de l'Europe. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre via le chat. Merci Céline. On va passer à André pour la présentation des 3 cas d'usage. Absolument, merci Céline, merci Georges pour ta présentation sur le PCP. On passe donc désormais à la présentation des 3 cas d'usage, à commencer par le premier qui en fait est concentré sur un cas d'usage où on a une attaque coordonnée à la bombe liée à une attaque chimique par drone. Donc chacun des cas d'usage va être constitué de différentes étapes, comme c'est présenté ici, 6 étapes qui illustrent le déroulement du scénario. Donc, dans la première étape, on a l'explication du contexte. Donc, on se concentre ici sur un événement sportif majeur qui réunit près de 80 000 personnes. Le début, de l'événement, est, fixé pour 19 h, donc 7 h du soir, et avec un accueil des supporters qui commence à 4 h, à 4 h. Pendant, l'heure du déjeuner, on a des terroristes qui, ont placé, 2 engins explosifs à 2 endroits différents. Dans un premier endroit, donc, c'est, la station, on va dire, centrale, et on a aussi, un explosif qui a été placé dans une station qui se trouve à proximité, du stade où aura lieu l'événement. Donc on est, vers 3 h, donc, 1 heure avant, l'accueil des supporters. Il y a donc les supporters qui arrivent, petit à petit et qui s'accumulent devant l'entrée du stade, et à ce moment-là, on a, la détection d'un engin enfin d'un colis abandonné, mais qui ressemble fortement à un engin explosif par son apparence. Donc il y a des luminaires qui clignotent dessus. Il y a aussi un petit bruit
qui s'en émet et ça ressemble d'apparence vraiment à un explosif. Donc c'est quelque chose qui est repéré à la station 1, donc la station centrale et les forces de sécurité de la station en question en sont informées et il y a une panique qui commence à se répandre. Une évacuation de la gare qui est déclarée et qui est difficile à maintenir et donc il y a des personnes qui se blessent pendant l'évacuation avec, certains services médicaux qui sont, demandés pour, assister justement les personnes blessées. Pendant ce temps-là, il y a l'explosif qui était, situé dans la station à proximité du stade où a lieu l'événement, qui explose et donc il y a les forces de sécurité du stade et les forces de police qui étaient positionnées stratégiquement pour accueillir les supporters, sont mobilisées pour à la fois, intervenir sur le lieu de l'explosion pour, mettre en place un périmètre de sécurité et aussi, sont mobilisés à l'intérieur du stade pour mener des contrôles préventifs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres, explosifs à l'intérieur du stade ou d'objets abandonnés, qui étaient placés. Petit à petit, donc juste après l'explosion, on a, donc les supporters qui continuent à s'accumuler, ils entendent l'explosion et ça provoque un effet d'anxiété, au sein de ces supporters à l'entrée du stade. On a au même moment donc, alors que l'accès est toujours interdit aux supporters, on a un drone, qui vient juste en face de l'entrée du stade et qui, disperse un liquide au-dessus de la foule et ensuite on a la tension qui monte entre les 2 supporters qui en fait s'accusent les uns les autres, donc les supporters des 2 équipes, ils s'accusent entre eux, de tout ce qui est en train de se produire, donc à la fois d'une explosion qui a eu lieu, mais dont ils ne sont pas très informés et en même temps des gouttes du drone qui leur tombent dessus. On a donc, certaines personnes de la foule qui, montrent des irritations de la peau, des difficultés respiratoires et donc on suspecte une attaque, chimique, sur ces personnes-là et donc dans la panique, il y a des personnes qui tentent de s'enfuir de la scène et en même temps le drone, lui, quitte la scène également. À ce moment-là, donc peu après, on a des renforts qui arrivent pour mettre en place, et renforcer le périmètre de sécurité autour de la zone d'explosion, du stade, du stade pardon, de la station qui était à côté du stade. On a aussi des forces de des des urgences médicales qui arrivent pour à la fois apporter, soutien et donc assistance médicale aux personnes qui ont été blessées dans l'explosion, mais aussi aux personnes qui ont été victimes de l'attaque, par le drone, donc de l'attaque chimique et la tension monte à l'entrée du stade, et au vu des forces limitées de la part des forces de police et de sécurité qui sont en plus impliquées sur, la gestion des autres événements, se trouvent un petit peu surpassés par les événements qui sont en cours, à l'entrée du stade et il y a donc, des mesures, qui sont également en cours pour, évaluer et prendre en en charge les impacts sur l'espace public de l'explosion. Donc il y a une arrivée des équipes de déminage pour, sécuriser le stade, et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres explosifs, à l'intérieur. On a, entre-temps la confirmation du fait que les gouttes qui ont été dispersées par le drone, sont bien un dispositif chimique qui a été dispersé et il y a des protocoles de décontamination qui sont lancés à l'entrée du stade pour filtrer les personnes qui, ont été victimes de cette attaque chimique et donc les traiter pour, les mettre en sécurité. On a, donc les investigations qui sont lancées pour retrouver le drone et son pilote. Entre-temps, on a des unités donc qui sont spécialisées dans le traitement des violences, qui interviennent à l'entrée du stade,
pour, calmer, toute cette violence, qui a émergé entre les 2 équipes de supporters. On a en même temps aussi les équipes, d'urgence médicale qui, sont arrivées en renfort pour assister toutes les personnes blessées. Même si on a les interventions de ces équipes, pour, limiter les violences à l'entrée du stade, on a, cette violence qui persiste et on a des arrestations et détention de personnes qui continuent à semer, la violence. Donc on a une forte coordination entre les forces de sécurité, de police et médicales qui s'impose pour mettre en sûreté, et apporter soutien aux différentes personnes qui ont été victimes, à la fois des explosions, mais aussi des violences et de l'attaque chimique. Et les transports publics sont momentanément interrompus à cause de cette attaque terroriste. Il faut savoir que aussi les 2 suspects, enfin les 2 ou plus, les suspects qui ont posé les bombes, ne sont pour l'instant pas trouvés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce scénario de menaces vers lesquels on a convergé avec à la fois les membres du groupe d'observateurs et les membres du projet, on a divisé, ces scénarios de menaces en 5 étapes qui constituent en réalité donc le processus de sûreté qui est implémenté dans ces différents scénarios, qui va de la première étape, donc prévenir et protéger, jusqu'à la dernière étape de la post-investigation, en passant par l'étape de détection et d'alerte, de suivi et d'acquittement et de résolution de l'événement. À chacune de ces étapes-là, nous avons, réalisé une étude des besoins et également nous y avons confronté quelques exemples de technologies. Alors c'est pas une liste exhaustive des technologies, mais c'est des exemples qui sont issus du, request, for information qui a été, réalisé et qui a permis d'établir en fait un catalogue de solutions à partir duquel on a pioché différentes solutions qui nous ont, paru pertinentes par rapport aux différents besoins qui ont été exprimés. À partir de ces informations-là, toujours avec le groupe des observateurs et les membres du projet, nous avons réalisé une priorisation des différentes étapes parce que nous avons pu voir, à travers le premier scénario que, ce sont des scénarios assez complets avec plusieurs menaces, un environnement qui variait et donc on a souhaité se focaliser sur, des étapes précises qu'on souhaite traiter pour ne donc pour, être certain de pouvoir y répondre et cette, étape de priorisation nous a permis d'établir les résultats suivants. C'est que pour ce premier scénario de menace, relatif aux attaques coordonnées à la bombe et à l'attaque chimique, il a été priorisé tout d'abord l'étape de détection et d'alerte en 1re position, donc où les besoins évoqués étaient, la la représentation en temps réel de l'événement, donc à la fois au niveau de la localisation, des menaces, donc où ont eu lieu les explosions, la localisation des forces, des différentes forces qui interviennent, des forces de police, de sécurité, des urgences médicales et donc de la foule, et des autres menaces qui pourraient avoir lieu comme le drone et la dispersion des éléments chimiques. Ensuite, on a eu en deuxième lieu, l'étape de suivi et d'acquittement, donc avec le besoin notamment, qui a été évoqué de créer un centre de commandement opérationnel, virtuel, donc qui pourrait, permettre aux différentes forces d'interagir momentanément, instantanément, sur l'événement, de pouvoir, simuler, les différentes, entrées, sorties par les différents endroits et pouvoir permettre une interaction claire entre les différentes forces de sécurité, et les différentes, parties prenantes dans la résolution de la menace et de l'événement. Permettre aussi, une communication claire avec la foule et de suivre les différents mouvements de foule dans l'événement. Enfin, dans la troisième étape qui a été priorisée, donc l'étape de résolution, où on a évoqué les besoins de communication avec, les forces de sécurité, la foule et les réseaux sociaux.
Aussi, on a évoqué le besoin de maîtriser l'évacuation des personnes en toute sécurité. Et enfin, neutraliser la menace la plus rapidement possible, comme ça a pu être à l'instant avec le drone qu'on a envie de neutraliser le plus rapidement possible et de traiter les personnes qui ont été, qui ont subi cette attaque chimique. Je vais désormais passer à la deuxième, à la deuxième menace, au deuxième scénario. Qui lui est plus focalisé, donc il y a un scénario focalisé sur la désinformation et donc la panique, qui s'ensuit. Alors, on est, pareil ici au début donc sur un événement, qui va, rassembler un grand nombre de personnes. Pareil, on est à peu près à 80 000 personnes. On est cette fois-ci à un concert, un concert qui a un début prévu pour 5 heures, avec un début d'accueil des personnes, à 14 heures. Par contre, sur les réseaux sociaux, on a des, informations qui circulent sur la potentielle présence d'explosifs au sein du stade, donc le stade, qui, va accueillir ce concert et les différentes personnes qui sont venues, assister à son concert. Et c'est une désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'en parallèle de cet événement, ce concert qui va avoir lieu au stade, on a également, une, donc on a un protest, une marche, qui est organisée, et qui implique 6 000 personnes, en faveur de la communauté LGBTQ+. Et on a donc ces 2 événements qui, vont avoir lieu dans la ville. On a donc, on s'approche de l'heure, d'accueil des personnes qui vont assister au concert, donc il est 13h30, le début de l'accueil est fixé à 2 heures. Et donc la tension monte, à l'entrée du stade, parce que les personnes sont informées du fait qu'il y a une menace à la bombe et il n'y a aucune information officielle qui est communiquée, de la part des membres de sécurité ou, par les médias d'information, officiels. Et il y a aussi des personnes qui en profitent pour attaquer et essayer de voler les personnes qui, sont à l'entrée du stade, ce qui provoque, des bagarres et aussi des entrées, non autorisées, au sein du stade. Pendant ce temps-là, on a, aussi cette, cette marche, qui est organisée, et qui arrive à proximité du stade et qui rencontre, une obstruction par des personnes, qui s'opposent à ce mouvement et qui bloquent la route, ce qui, également provoque une escalation sur cette partie-là, de la manifestation. Au sein de la manifestation, on a la tension qui escalade et on a une détonation qui arrive, alors qui n'est pas lieu à quelque chose de dangereux qui peut avoir, un impact sur les personnes, mais ça peut être, quelque chose comme un pétard et des personnes, rentrent en panique et commencent à crier, par rapport, au fait qu'il y ait, une possible, fusillade, qui est en train de se produire, donc qui provoque une montée en panique chez les personnes qui commencent à courir dans tous les sens et on a un environnement de chaos qui se produit avec des personnes qui sont écrasées les unes contre les autres, des personnes qui sont blessées dans la tentative de s'enfuir. On a donc cette escalade de la violence aussi des personnes, qui sont contre cette manifestation, qui commencent à jeter des objets, durs comme des pierres et des cocktails Molotov. Pendant ce temps-là, on a les forces de sécurité et de police, qui, travaillent ensemble pour, restaurer le calme à la fois à l'entrée du stade, mais aussi, au niveau de l'événement, où ont lieu l'escalade de la violence, et pour assurer la sûreté. On a aussi des équipes, anti-manif qui s'assurent de la sûreté, dans les manifestations qui sont déployées pour séparer les 2 groupes et les mettre en sécurité les uns par rapport aux autres. Au même moment, on a aussi des équipes, de déminage
qui entrent dans l'espace où va se produire le concert pour réaliser un scan complet de l'espace, de l'environnement pour s'assurer et communiquer sur l'éventualité d'une menace ou bien au contraire refuter toute menace possible. Pendant ce temps-là, on a toujours les personnes à l'intérieur, la foule qui est paniquée, qui cherche à trouver refuge et qui, sur son passage, donc détériore les différents commerces qui ont lieu à proximité en renversant les tables, en brisant les glaces, etc. On a, donc, avec l'arrivée des forces, pour maîtriser la montée de violence dans les manifestations, donc, avec leur arrivée, on a encore une plus grande escalade, mais qui revient, rapidement à la normale, puisque la violence et la séparation des 2 groupes est maîtrisée assez rapidement. Par rapport aux équipes de déminage à l'intérieur du stade de concert, ils arrivent à la fin de l'analyse et confirment que les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux étaient infondées et donc l'information est aussitôt donc l'information officielle par rapport à l'absence d'explosifs ou de danger dans la salle de concert est aussitôt répandue et donc et la situation retrouve son fil normal avec certes un retard dans le début de l'événement, du concert, mais qui commence comme prévu. Et la suite de l'événement se déroule sans danger particulier et la tranquillité regagne la foule. Alors, pareil dans le séquencement de ce use case, on a toujours les 5 étapes avec l'identification des différents besoins, des exemples de technologies et avec le vote de priorisation qui a eu lieu avec le groupe d'observateurs et les membres du projet, nous avons pu arriver à la conclusion suivante, c'est que la première étape qui a été priorisée est l'étape de suivi et d'acquittement, avec encore une fois vraiment la création rapide d'un centre de commandement opérationnel virtuel qui a été un besoin explicité, avec donc le besoin de rapidement coordonner les différentes parties prenantes impliquées dans la résolution de cette menace. On a un besoin aussi de communiquer clairement, une communication claire entre les différentes forces de sécurité, donc qui est également liée à cette création de centres de commandement opérationnel. Le fait de suivre cette foule et son mouvement, donc qui également peut être représenté dans ce centre de commandement opérationnel donc pour représenter l'ensemble de ces éléments. On a ensuite dans la deuxième étape qui a été priorisée l'étape de heu, prévention et de protection où on a la possibilité d'anticiper les différents mouvements de foule dans différents scénarios qui peuvent être d'ailleurs, si on l'imagine, peuvent être une partie de la solution de centre, enfin qui peut être inclus dans le besoin de la création du centre de commandement opérationnel, où on peut créer un environnement 3D dans lequel on peut faire des simulations et pouvoir s'entraîner sur des différentes situations qui peuvent se produire. Et également le deuxième besoin est de faire un screening en quelque sorte des différents réseaux sociaux sur les différentes informations qui sont partagées et la désinformation qui peut avoir lieu pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible et contrer cette désinformation qui peut induire cette panique et ces mouvements de foule. Dans la troisième étape, nous avons l'étape de résolution qui a été priorisée avec un besoin de communication envers les différentes parties prenantes impliquées dans la résolution de ce cas d'usage, la foule, communication avec la foule et les réseaux sociaux. On a aussi un besoin de réassurer le public le plus rapidement possible avec les informations fiables pour restaurer un climat de confiance et de sécurité au sein de la foule. Et également, comme ça a été fait par l'équipe de déminage, le plus rapidement possible, intervenir, suivre et neutraliser la menace qui est présente. Enfin, dans la quatrième étape qui a été priorisée, c'est la représentation,
la possibilité de représentation de l'événement en temps réel, avec notamment la représentation de la foule, des densités, enfin des situations à risque, notamment comme ça a pu être le cas avec les deux parties qui sont opposées dans la manifestation. Et qui peut d'ailleurs être intégré dans le besoin de centre de commandement opérationnel où on veut avoir une représentation globale 360 de tout ce qui se passe dans cet événement, et aussi la détection la plus rapide de la menace. Donc je vous laisse quelques secondes, ouais, pour peut-être voir cette slide avant de passer au troisième cas d'usage. C'est parti pour le troisième cas d'usage qui, lui, se concentre sur une attaque directe de la part des terroristes sur une gare une gare centrale qui rassemble beaucoup de personnes, et aussi qui va déborder sur ses environs. Donc on est vendredi, un vendredi matin où il y a les personnes qui vont au travail avec une grande densité de personnes. Et à ce moment-là, on a un groupe de 3 terroristes qui sont armés donc de fusils d'assaut et d'armes blanches, qui sont dans la gare et qui essaient de mener de la reconnaissance de l'environnement pour pouvoir se positionner au moment venu stratégiquement, de manière à impacter le maximum de personnes possibles dans leur attaque. Et donc, pour être le plus discret possible, ils se confondent dans la foule, et leurs armes sont cachées. Alors, même si on a beaucoup de systèmes de surveillance avec les caméras et aussi avec des agents de sécurité, on n'est pas en mesure de détecter ces comportements suspects au sein de ces terroristes, et donc ils passent en quelque sorte inaperçus. Et à un moment venu, on a un train qui s'arrête à son terminus, donc à cette gare, et on a une foule de personnes qui sortent, et c'est à ce moment-là où les terroristes décident de lancer l'attaque en tirant donc sur la foule, et en utilisant les armes blanches sur les personnes qui se trouvent à proximité. Les personnes qui subissent cette attaque essaient et les autres personnes d'ailleurs qui sont dans la gare essaient de trouver refuge donc dans les trains, dans l'environnement de la gare, derrière des obstacles ou à l'extérieur de la gare. Pendant ce temps-là, les forces de sécurité et les forces de police sont immédiatement averties et interviennent sur l'événement en quelques minutes, mettent un périmètre de sécurité autour de la gare pour sécuriser la zone, et interviennent, donc surtout les forces de sécurité, les forces de sûreté dans la gare, confrontent les terroristes dans une fusillade pour les neutraliser les plus rapidement possible. Les protocoles les protocoles d'urgence sont lancés, et tous les points d'entrée et sortie sont contrôlés, et on a une coordination à la fois entre les différents acteurs, notamment les forces de police sécurité et les urgences médicales. Après donc cette intervention des forces de sûreté, on a 2 des 3 terroristes qui sont neutralisés. Par contre, il y en a un qui est toujours en vie et qui a réussi à se confondre dans la foule qui s'enfuit, et arrive même à sortir à l'extérieur à travers le périmètre de sécurité, mais il est très rapidement repéré par une personne des forces de police, et quand il est interpellé, il s'enfuit directement en essayant de continuer à poignarder des gens avec l'arme blanche, et il est instantanément donc, euh, donc abattu pour assurer la sûreté des personnes et des passants et de la foule qui vient tout juste de s'enfuir de l'événement. Donc maintenant, on a les urgences médicales qui interviennent auprès des personnes pour à la fois les assister physiquement, donc pour ceux qui ont subi qui ont été blessés, et aussi psychologiquement pour les personnes qui ont subi le choc. On a donc les investigations qui sont lancées pour récolter les différentes preuves sur la scène,
Et les efforts aussi sont dédiés, donc comme on l'a dit, sur l'appui aux personnes qui ont subi l'attaque. Pareil, donc dans cette composition, on a les 5 étapes avec les besoins et les exemples de technologie. Et dans ce qui a été priorisé avec les membres du groupe d'observateurs et les membres du projet, donc c'est 3 étapes, avec en priorité une, l'étape de détection et d'alerte. Donc avec le besoin d'avoir une représentation rapide en temps réel de l'événement, qui est d'ailleurs lié au besoin de création d'un commande, un centre de commandement opérationnel dans l'étape de suivi et d'acquittement. On a donc le besoin de détection de la menace le plus rapidement possible. Et donc, ce qui a pu être fait, par exemple, avec ce qui aurait pu être fait avec la détection de ces comportements suspects, puisqu'ils étaient là depuis une dizaine de minutes, peuvent être dans une zone spécifique. Et donc, la détection de ce comportement suspect et la détection des armes, ou donc oui, des armes à feu ou des armes blanches. Dans l'étape 2, donc la création toujours de ce centre de commandement opérationnel qui permettrait de mettre en coordination l'ensemble des parties prenantes dans la résolution de cet événement le plus rapidement possible, de suivre les foules et de suivre aussi la menace, en l'occurrence les terroristes. Enfin, la troisième étape, anticiper les différents mouvements de la foule. Donc ça, pareil, avec l'outil de simulation qui peut être le même d'ailleurs pour qui peut être utilisé pour le centre de commandement opérationnel, l'entraînement des équipes de sûreté et de sécurité dans la détection des comportements suspects, et enfin la détection des menaces, donc qui aurait pu être fait en amont, avec notamment le screening des médias sociaux ou du dark web. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour, euh, pour accumuler toutes ces informations, avant de passer désormais à- aux travaux qui ont été réalisés sur l'état de l'art, et une présentation qui va être faite par Safe. Donc, je vous laisse la main côté Safe. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Merci André. Je suis Philippe Leclerc, je travaille pour le pôle de compétitivité SAFE, qui est positionné notamment sur la sûreté et sécurité. C'est un des rares, si ce n'est le seul pôle en France positionné clairement sur cette filière. Donc je vais vous présenter l'état de l'art. En fait, l'état de l'art, c'est sur la base des réponses que vous avez fournies. Je vous rappelle brièvement ce qui a été présenté juste avant, la timeline, l'agenda. On a envoyé un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé, évidemment pour rechercher des réponses aux besoins, aux cas d'usage qui ont été présentés et qui s'affinent progressivement, comme vous l'avez vu. Donc, on vous a demandé d'enregistrer vos solutions, hein, pour ceux qui souhaitaient y répondre. À partir de ces réponses, on a pu élaborer un catalogue qui a référencé toutes les solutions proposées. On vous demandera ensuite de les pitcher, de faire une brève présentation de 7 minutes. Ça commencera sous peu. Et enfin, l'objectif est vraiment d'être retenu dans un second temps, en 2025, pour le Public Commercial Procurement, le PCP, qui vous a été détaillé juste avant. Alors, le catalogue, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un catalogue, ça a été classé par ordre alphabétique, sur un format qui est identique pour chaque industriel. On récapitule ce qu'est la structure, la description de la solution, et puis ce qu'elle va apporter. On a eu 94 manifestations d'intérêt sur des fournisseurs de technologies basés en Europe. On se limite à l'Europe. Et donc ces catalogues, ces solutions sont inscrites dans le catalogue qui est à disposition des grands donneurs d'ordre, qui récapitulent l'état de l'art sur lequel on travaille. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail
de ces réponses. Finalement, on a eu beaucoup essentiellement des réponses de la part de PME. Et beaucoup alors des grands groupes ont répondu, hein, évidemment, des organisations aussi. Et puis sur des solutions souvent abouties, qui sont déjà existantes, hein, en TRL 9, mais ce n'est pas les TRL sur lesquels on se concentrera. Donc c'est des réponses qui sont parfois apportées seules ou encore en consortium. Sur les réponses, il y a 11 pays qui ont répondu, avec une majorité de Français, 59 réponses, soit en solitaire, je dirais, soit en consortium. C'est la raison de ces deux colonnes, une orange, une bleue. Vous voyez que les Pays-Bas, par exemple, n'ont répondu, mais qu'en consortium. Donc, beaucoup de solutions françaises, la plupart ont fait leurs preuves, mais d'autres sont en développement, et le PCP va certainement servir à accélérer et à mettre sur le marché assez rapidement ces solutions prometteuses. Alors, ces solutions, on a dû les classer, faire des tableaux, parce qu'on a eu énormément de réponses, chacun y trouvant parfois une logique ou un segment sur lequel se positionner. Alors il a fallu un peu ordonner tout ça, classer tout ça. On est parti sur 6 domaines. Le premier, le plus large, le plus dense, on va dire, c'est la vidéo, les solutions d'analyse par logiciel. On y a aussi glissé l'analyse sonore, puisqu'on a quelques sociétés qui sont positionnées là-dessus. Et bien sûr, l'hypervision, parce que vous aurez bien compris que aujourd'hui, tous ces capteurs, toutes ces analyses doivent s'agréger sur un centre de supervision pratique pour les opérateurs. Donc, ça va du mouvement de foule, du comptage, du regroupement de personnes, des anomalies dans une foule, de la détection de fumée, d'incendie, la détection thermique, tout ce que une caméra peut embarquer ou peut se supporter comme logiciel annexe, et puis bien sûr la cartographie, les logiciels de simulation qui vont permettre soit d'anticiper, soit de rejouer un scénario. On passe sur la deuxième colonne, c'est les systèmes autonomes, donc les drones. Le CUES, ça c'est les drones plus la communication, plus le C2, donc ça c'est tout le système de drones, en fait de lutte anti-drone. Les ballons captifs essentiellement, qui vont permettre, à l'instar des drones captifs, mais d'avoir un positionnement permettant d'avoir une vue d'ensemble si on l'équipe de capteurs vidéo, ou de faire du prélèvement ou de la captation de rayonnement de gaz en fonction des besoins. Et puis la robotique, c'est la robotique terrestre aussi qui vient en complément, qui est appelée à se développer. La sécurité physique, ben, on parle de barrières, de clôtures, de structures en capacité soit de diriger les foules, de les orienter, soit de leur empêcher un passage. Des solutions de scanners à ondes millimétriques, qu'on appelle les scanners corporels. Les solutions biométriques aussi, hein, dans la gestion de foule, dans le contrôle d'accès, c'est des solutions qui ont fait leur preuve, même si, comme vous le savez, on peut se heurter à des considérations juridiques. Et puis d'autres matériels de protection physique, comme des équipements de protection individuelle, des détecteurs de métal, ou même on a eu une réponse sur un parapluie anti-balles qui permet de protéger des VIP. On n'a écarté aucune solution. Toutes les solutions qui nous ont été proposées ont fait l'objet d'une intégration dans le catalogue. Tout ce qui concerne le NRBC, donc les technologies par l'image, hein, de captation d'ondes, de rayonnement radiologique et nucléaire, la détection aussi par des capteurs, et puis bien sûr le chimique et le biologique en captation. Ça fait l'objet vraiment c'est singulier, ça n'a pas été mis dans la vidéo, on est vraiment sur
sur un domaine à part et bien spécifique. La cybersécurité que vous voyez à droite, hein, qui doit normalement désormais intégrer tous les systèmes proposés. En tout cas, c'est une démarche que nous, on encourage de faire du cyber by design pour que les produits soient plus rapidement acceptables et exportables. Et enfin, les divers, on va dire les inclassables, voilà, détection d'armes, des modules sur les véhicules, la communication, le partage, voilà, des choses un peu plus vastes, mais qui ont aussi tout leur intérêt et qui seront bien sûr analysées et étudiées sous le même angle et avec la même, les mêmes caractéristiques. Le TRL, vous connaissez tous l'échelle des TRL. Comme il vous l'a été dit, on va essentiellement se concentrer, on nous demande de nous concentrer sur des TRL entre 4 et 6 inclus, pour promouvoir, pour faciliter le développement et la maturation des solutions présentées. Les prochaines échéances, c'est les pitchs que vous devrez présenter. Alors, vous pouvez scanner le QR code. Vous pouvez aussi voir le lien qui vous sera mis dans les conversations. Donc, on récapitule. Il faut une solution qui répond aux besoins de l'amélioration de la protection des espaces publics et de la gestion des foules. C'est bien là l'enjeu. Une solution fournie par un industriel européen. On ne va pas chercher de solution en Chine, aux États-Unis, au Canada. Et puis une solution à faible TRL, puisque tout l'enjeu, c'est d'aider à l'innovation et puis de la stimuler et de l'accélérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt. Parfait, merci Philippe pour ta présentation sur l'état de l'art. On va maintenant continuer avec les objectifs donc, de cette Open Market Consultation. À noter que les trois objectifs principaux sont donc les suivants. Le premier étant à travers cette consultation de marché qu'on réalise avec vous, c'est de valider que l'état de l'art, donc qui a été notamment dont les résultats viennent d'être présentés, sont donc de valider cette viabilité et aussi échanger sur les différentes provisions financières, ce qu'on peut prévoir pour le PCP et les différentes fonctionnalités techniques qu'on peut espérer. On souhaite aussi sensibiliser les différentes parties prenantes et les différents acteurs du secteur de la sûreté et qui sont impliqués dedans par rapport au prochain PCP qu'on souhaite lancer sur ce projet-là. Et enfin, le dernier objectif, c'est de recueillir un maximum d'informations auprès des différents acteurs dans le domaine et des différentes parties prenantes impliquées dans la sûreté des espaces publics, dans la gestion des foules et des solutions qui y sont apportées pour affiner le cahier des charges que nous, on va établir pour le PCP pour cadrer la solution qu'on souhaite viser à la fin de ce dernier. Maintenant, pour lister les différentes dates principales, donc il faut savoir que le 20 décembre, donc en 2023 a été diffusée une notice qui a été diffusée sur le portail de la Commission européenne et qui donc informe l'ensemble du marché sur l'intention qui est portée par le projet et de l'OMC à venir. Ensuite, on a publié donc le 22 mars l'ensemble des documents qui sont liés au projet et les liens que je vous partagerai juste après dans la conversation. Donc, dans ces documents, vous pourrez retrouver les 3 scénarios de menaces vers lesquels le projet a convergé, les détails sur les différentes étapes,
les besoins et donc le déroulement aussi de l'OMC, le PCP, etc. On a donc les sessions de webinaire qui sont en train de se dérouler. Donc hier, on a eu le webinaire en anglais. Aujourd'hui, le webinaire en français. Demain et après-demain, nous avons encore 3 webinaires dans 3 langues pour couvrir l'intégralité des entreprises répondantes que nous avons eues. Le 15 mai, nous allons avoir l'événement donc principal avec l'événement physique qui va avoir lieu en Varsovie, en Pologne, où donc on va avoir lieu cette OMC physique, avec notamment des ateliers de travail qui vont avoir lieu sur chacun, sur les différents cas d'usage et une session de matchmaking, donc qui va permettre aux différents fournisseurs de technologies d'échanger et de pouvoir trouver des éventuelles synergies. Sur le 30 mai, nous avons une deadline pour la soumission des différentes questions que vous avez vis-à-vis du projet. Donc, à partir de là, ce sera clôturé, puisque le 10 juin, nous allons vous partager les différentes questions que nous avons reçues et les différentes réponses qui sont associées à ces questions-là. Enfin, juste le lendemain, le 11 juin, nous aurons donc la clôture de l'OMC et à partir de là, on pourra donc converger vers le cas d'usage, enfin, on aura convergé vers le cas d'usage final et on pourra pleinement préparer le PCP. Alors ici, vous pouvez, oui, trouver le lien vers le questionnaire que vous pouvez compléter et qui est disponible à travers ce mail. Je vais tout de suite vous envoyer 3 liens qui vont être pertinents pour vos informations. Je vais vous l'envoyer juste après pendant que vous préparez vos questions dans le chat et que vous partagez vos éventuelles remarques. Donc je vous envoie le premier lien que vous avez vu déjà sur l'inscription à l'AMC aux sessions de e-pitching. Le lien vers le questionnaire qui va aider à préparer l'OMC en Varsovie et qui est focalisé sur le PCP et les 3 cas d'usage. Et enfin, les documents par rapport à l'OMC, donc qui sont liés à l'OMC dont nous vous avons parlé et qui notamment listent les 3 cas d'usage, les informations sur le PCP et d'autres informations utiles relatives à l'OMC. Alors, la première question, donc, c'est sur le déroulement des sessions de pitching et de matchmaking. Est-ce que ce sont des créneaux identifiés et est-ce qu'on peut être à distance? Alors, pour répondre aux sessions de pitching, donc c'est des sessions qui vont durer 7 minutes par entreprise qui va répondre. Les créneaux, c'est des créneaux de 2 heures, donc vous allez être parmi un des intervenants sur ces 2 heures et c'est sur les dates qui ont été communiquées précédemment. Heu, sur la slide, si je reprends ici, alors c'est en tac, tac, j'ai pas la date exacte. Je suis désolé. C'est la slide 26, 15, 16 et 26. 17 avril. Parfait, exactement, ouais. Merci beaucoup. 15, 16, 17 avril, donc vous aurez un créneau de 7 minutes sur lequel vous pourrez intervenir pour présenter ce que vous pourrez apporter au projet en termes de solutions techniques, aux 3 cas d'usage,
Donc, voilà, c'est dans ces 7 minutes. Pour Et répondre à je la et je tiens juste à préciser par rapport à ces e-pitching, on n'attend pas des solutions qui sont sur étagère, hein. On attend des solutions ou peut-être des présentations, de prémices de solutions avec aussi, votre plan, votre roadmap, en fait, pour les prochaines années en termes de recherche et développement. Parce que là, dans le projet d'un PCP et le but d'un PCP n'est pas de financer des produits qui sont déjà finalisés. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un TRL entre 4 et 6 qui vont nécessiter, du développement supplémentaire pour atteindre un niveau de maturité qui sera, suffisant pour l'exploiter. Est-ce absolument, que le c'est ministère voulait intervenir sur ce point-là? Thierry? Oui, bah, juste pour compléter ton propos, aux fournisseurs, faites-nous rêver. Voilà, je suis policier, j'ai vécu ce genre de situation telles qu'elles ont été décrites dans les use cases. Il y a effectivement ce processus métier qui est décrit et l'une des grosses difficultés qu'on a dans ce genre de situation, bah, c'est de qualifier l'événement, ensuite de prendre les bonnes décisions et de coordonner les interventions. Donc, comment est-ce que des technologies émergentes, existantes, combinées, peuvent nous permettre de mieux gérer ce processus métier, hein, capter les informations, les fusionner, les représenter, créer des jumeaux numériques, je ne sais pas, mais des choses qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la prise en compte d'un événement. Hein. Détecter un attentat terroriste, visiblement, on n'est pas si mauvais que ça en France, mais néanmoins, ça peut arriver. Après, ce sur quoi on est généralement jugé, c'est notre capacité à gérer aussi l'événement, hein, et d'apporter rapidement une réponse efficace. Donc, ce qu'on attend des fournisseurs de solutions, bah, c'est peut-être des choses un peu plus intégrées que des solutions éparses, des capteurs à droite à gauche qui ne dialoguent pas entre eux, mais des solutions intégrées, hein, qui facilitent la prise de décision en s'appuyant sur des solutions d'aujourd'hui ou de demain. Voilà, donc encore une fois, je termine mon propos. Faites-nous rêver et le PCP est là pour financer ces travaux de développement, ces travaux d'intégration de solutions dont le risque aujourd'hui, telle qu'elle se présente dans le catalogue, est de nous être présentée façon puzzle. Voilà un petit peu en termes de challenge ce que, de notre point de vue, le PCP devrait permettre de faire. Merci Thierry. André, tu voulais répondre à la Oui, seconde partie de la question? exactement. Donc, pour répondre à la partie matchmaking, donc, ce sera donc on va impliquer les participants qui seront présents physiquement pour permettre des interactions. On va essayer aussi d'impliquer les personnes qui seront à distance pour permettre la présentation des différentes entreprises, des différentes spécialités ou technologies qui peuvent être envisagées pour pouvoir à tout le monde de permettre d'identifier des partenaires avec lesquels ils pourront créer un consortium. Donc, comment ça va le déroulé exact? Donc c'est, on est en train de le définir, mais dans l'idée, ce sera, une présentation de chaque entreprise, et ensuite un créneau dédié dans lequel vous pourrez, interagir, avec les différents, partenaires qui vous semblent pertinents. À noter que le matchmaking session, il est surtout pour les personnes qui participent, sur place, à Varsovie, parce que ce sera le moment en fait, c'est un moment de réseautage, on va dire, pour pouvoir, solliciter, les entreprises et les compétences qu'il vous faut pour former un consortium. Exactement, ouais. On est en comme je vous ai dit, on est en train de voir comment on peut impliquer les personnes qui pourront pas, être présents physiquement pour les participer à distance, mais ce sera plus compliqué et puis c'est toujours plus simple, d'être présent physiquement pour, interagir avec les autres et avoir plus d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, j'en profite pendant qu'il y a peut-être des questions qui sont en train d'émerger ou qui sont en train d'être écrites, pour revenir aux différentes, solutions qui étaient présentées et pour compléter ce que disait, Thierry du ministère de l'Intérieur. Ne vous limitez pas aux solutions qui ont été présentées sur les différentes planches ou sur, les documents de l'OMC. C'est uniquement des exemples qui sont issus du catalogue de solutions. Donc vous pouvez présenter des solutions totalement, différentes, des solutions qui concatenent plusieurs solutions, des solutions qui n'ont pas été présentes dans le catalogue. Ne vous limitez surtout pas, c'est un projet d'innovation et de recherche.
ou le TRL, justement, des solutions ciblées de 3 à 6, de 4 à 6, de 3 à 6. Donc, ce n'est pas forcément des solutions qui sont matures, donc ne vous limitez pas à ce qui est affiché ici. Je vais peut-être aussi en profiter, tant qu'il n'y a pas de questions, pour préciser par rapport aux 3 scénarios de menaces. Alors, ce qu'il faut retenir dans les différents scénarios de menaces, c'est pas le déroulement exact. Donc, prendre le détail, OK, on est dans cette gare-là, on est pour le concert, on est dans un stade. C'est pas ce niveau de détail qu'il faut, mais c'est comprendre l'environnement dans sa globalité, qu'on a une foule, qu'on a une certaine menace qui vient. Donc ça, faut vraiment garder ça en tête. La menace, quelle est la menace dans chacun des scénarios de menace, comment réagit la foule face à ça, et comment donc ça vous permet de comprendre mieux peut-être les besoins et les solutions que vous pouvez apporter. Il faut aussi donc retenir le déroulement dans sa globalité, la réponse qu'on peut avoir, les différentes forces, les lacunes qu'ils ont pu avoir donc dans chacun des cas d'usage. Par exemple, dans le cas d'usage numéro 3, c'est la détection une des lacunes, donc c'était la détection de comportements suspects. Aussi le besoin de création d'une synergie entre les différentes forces pour représenter rapidement les différentes informations sur la foule, la menace, etc. Donc, ces précisions-là aussi, qu'on peut avoir sur les 3 scénarios de menace. Merci André. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Pour information, on est en train de consolider un document de Q&A, donc de questions-réponses. Toutes les questions et les réponses qui seront posées pendant tous les webinaires seront consolidées dans un seul document et on vous partagera l'ensemble des réponses pour que l'information soit commune. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Et si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à contacter, on a une adresse mail générique contact@shieldforcrowd.eu. Donc si vous avez d'autres interrogations ou remarques, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse-là. Merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée. Merci à vous pour la présentation. Au revoir. Merci, très intéressant. Au revoir.